sentiments qu'il éprouvait envers Nola. Et bien sûr, Tamara a pris la feuille. Donc Tamara est au courant que Harry est amoureux de Nola. Et je pense que c'est elle qui envoie des lettres de menace du coup à Marcus et qui a essayé de... Enfin, qui a aussi envoyé une lettre à Harry. En même temps qu'il laisse sa maison ouverte, quoi. Enfin, qui ne verrouille pas sa maison quand on part. Donc maintenant, je vais te lire ce nouveau chapitre. Chapitre 19. L'affaire Harry Kébert. Les écrivains qui passent leur nuit à écrire sont malades de caféine et fument des cigarettes roulées sont un mythe, Marcus. Vous devez être discipliné, exactement comme pour les entraînements de boxe. Il y a des horaires à respecter, des exercices à répéter. Gardez le rythme, soyez tenace et respectez un ordre impeccable dans vos affaires. Ce sont ces trois cerbères qui vous protégeront du pire ennemi des écrivains. Qui est cet ennemi? Le délai. Savez-vous ce que signifie un délai? Non. Ça veut dire que votre cervelle, qui est capricieuse par essence, doit produire en un laps de temps délimité par un autre. Exactement comme si vous êtes livreur et que votre patron exige de vous que vous soyez à tel endroit à telle heure très précise. Vous devez vous débrouiller. Et peu importe qu'il y ait du trafic ou que vous soyez victime d'une crevaison, vous ne pouvez pas être en retard. Sinon, vous êtes foutu. C'est exactement la même chose avec les délais que vous imposera votre éditeur. Votre éditeur, c'est à la fois votre femme et votre patron. Sans lui, vous n'êtes rien, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le haïr. Surtout, respectez les délais, Marcus. Mais si vous pouvez vous payer ce luxe, jouez avec. C'est tellement plus amusant. C'est Tamara Quinn elle-même qui me raconta avoir volé le feuillet chez Harry. Elle me fit cette confidence le lendemain de notre discussion au Clarks. Son récit ayant piqué ma curiosité, je pris la liberté d'aller la trouver chez elle pour qu'elle parle encore. Elle me reçut dans son salon, très excitée de l'intérêt que je lui portais. Citant sa déclaration faite à la police 2 semaines plus tôt, je lui demandai comment elle avait été au courant de la relation entre Harry et Nola. C'est à ce moment qu'elle me parla de sa visite à Gouskov le dimanche soir après la garden party. Ce mot que j'ai trouvé sur son bureau, c'était à vomir, me dit-elle. Des horreurs sur la petite Nola. Je compris à la façon dont elle en parlait qu'elle n'avait jamais envisagé l'hypothèse d'une histoire d'amour entre Harry et Nola. À aucun moment vous n'avez imaginé qu'ils aient pu s'aimer, demandai-je. S'aimer? Allons, ne dites pas de sottises. Kébert est un pervers notoire, un point c'est tout. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que Nola ait pu répondre à ses avances. Dieu sait ce qu'il lui a fait subir. Pauvre petite. Et ensuite, qu'avez-vous fait de ce feuillet? Je l'ai emporté avec moi. Dans quel but? Nuire à Kébert, je voulais qu'il aille en prison. Et vous avez parlé de ce feuillet à quelqu'un? Évidemment. À qui? Au chef Pratt dans les jours qui ont suivi cette découverte. Uniquement à lui. J'en ai parlé plus largement au moment de la disparition de Nola. Kébert était une piste que la police ne devait pas négliger. Donc, si je comprends bien, vous découvrez que Harry Kébert en pince pour Nola, et vous n'en parlez à personne, sauf lorsque la gamine en question disparaît, environ 2 mois plus tard. C'est ça. Madame Quinn, dis-je, du peu que je vous connais, je vois mal pourquoi au moment de votre découverte, vous ne vous en servez pas pour faire du tort à Harry, qui sait, somme toute,
su. Alors j'ai décidé de garder ça pour moi. Il va aller voir ma Jenny le soir du bal de l'été qui eut lieu la semaine suivante. Elle avait l'air si triste, même au bras de Travis. Et le chef Pratt, que vous a-t-il dit lorsque vous lui en avez parlé? Qu'il allait mener son enquête. Je lui en ai reparlé quand la petite a disparu. Il a dit que ça pouvait être une piste. Le problème, c'est qu'entre-temps, ce feuillet a disparu. Comment ça a disparu? Je le gardais dans le coffre du Clarks. J'étais la seule à y avoir accès. Et puis un jour du tout début du mois d'août 1975, ce feuillet a mystérieusement disparu. Plus de feuillets, plus de preuves contraries. Qui l'aurait pris? Aucune idée, ça reste un vrai mystère. Un coffre énorme, en fonte, dont j'étais la seule à posséder la clé. À l'intérieur, il y avait toute la comptabilité du Clarks, l'argent des salaires et quelques liquidités pour les commandes. Un matin, j'ai réalisé que le feuillet n'était plus là. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Tout était là. Sauf ce maudit bout de papier, je n'ai pas la moindre idée de ce qui a pu se passer. Je pris note de ce qu'elle me disait. Tout ceci devenait de plus en plus intéressant. Je demandais encore. De vous à moi, Madame Quinn, lorsque vous avez découvert les sentiments de Harry pour Nola, qu'avez-vous ressenti? De la colère, du dégoût. N'auriez-vous pas essayé de vous venger en envoyant quelques lettres anonymes à Harry? Des lettres anonymes? Est-ce que j'ai une tête à faire ce genre de saloperie? Je n'insistais pas et poursuivis mes questions. Pensez-vous que Nola aurait pu avoir des relations avec d'autres hommes à Aurora? Elle manqua de s'étouffer avec son thé glacé. Mais vous n'y êtes pas du tout, pas du tout. C'était une gentille petite, toute mignonne, toujours prête à rendre service, travailleuse, intelligente. Qu'est-ce que vous allez imaginer avec vos histoires de coucherie intempestives? Juste une simple question, comme ça. Connaissez-vous un certain Elijah Stern? Bien sûr, répondit-elle, comme si c'était l'évidence même, avant d'ajouter. C'était le propriétaire avant Harry. Le propriétaire de quoi? Demandai-je. De la maison de Gouskov partie. Elle appartenait à Elijah Stern. Et il y venait régulièrement avant. C'était une maison de famille, je crois. Il y a une époque où on le croisait souvent à Aurora. Lorsqu'il a repris les affaires de son père à Concorde, il n'a plus eu le temps de venir ici. Alors il a mis Gouskov en location, avant de finalement la vendre à Harry. Je n'en revenais pas. Gouskov appartenait à Elijah Stern. Ben oui, qu'est-ce qui vous arrive, le New-Yorkais? Vous êtes tout blême. À New York, le lundi 30 juin 2008, à 10h30, au 51e étage de la tour de Schmidt et Hanson sur Lexington Avenue. Roy Barnaski commença sa réunion hebdomadaire avec Marissa, sa secrétaire. Marcus Goldman avait jusqu'à aujourd'hui pour vous envoyer son manuscrit, rappela Marissa. J'imagine qu'il ne vous a rien fait parvenir. Rien, monsieur Barnaski. Je m'en doutais. Je lui ai parlé samedi. C'est une vraie tête de mule. Quel gâchis. Que dois-je faire? Informer Richardson de la situation. Dites-lui que nous entamons des poursuites. À cet instant, l'assistante de Marissa se permit d'interrompre la réunion en frappant à la porte du bureau. Elle tenait une feuille de papier dans les mains. Je sais que vous êtes en réunion, monsieur Barnaski, s'excusa-t-elle. Mais vous venez de recevoir un email, et je crois que c'est très important. De qui est-ce? Demanda Barnaski, agacé. Marcus Goldman. Goldman,
séjourné dans sa maison d'Aurora, New Hampshire. En parcourant sa bibliothèque, je tombais sur une lettre et quelques photos. J'étais loin de me douter que je vivais là le prélude de ce qui allait devenir l'un des plus gros scandales de l'année 2008. La piste Elijah Stern m'a été suggérée par une ancienne camarade de classe de Nola, une certaine Nancy Hathaway, qui vit toujours à Aurora. À l'époque, Nola lui aurait confié entretenir une liaison avec un homme d'affaires de Concorde, Elijah Stern. Celui-ci envoyait son chauffeur, un certain Luther Caleb, à Aurora pour la chercher et la faire conduire chez lui. Je n'ai aucune information sur Luther Caleb. Quant à Stern, le sergent Gallowwood refuse de l'interroger pour le moment. Il estime qu'à ce stade, rien ne justifie de le mêler à l'enquête. Je vais donc aller lui rendre une petite visite, tout seul. J'ai appris via Internet qu'il a étudié à Harvard et qu'il est toujours impliqué dans les sociétés d'anciens étudiants. Il semble passionné par l'art et il est apparemment un mécène reconnu. C'est visiblement un homme bien sous tout rapport. Coïncidence particulièrement troublante. La maison de Gouskov où vit Harry a d'abord été sa propriété.
saluai le chauffeur de loin, comme si je le connaissais bien, et m'en allai sonner à la porte principale. Plein d'allant, une employée de maison m'ouvrit. Je donnai mon nom et demandai à voir Monsieur Stern. « Vous avez rendez-vous ?»« Non. »« Alors ce ne sera pas possible. Monsieur Stern ne reçoit pas à l'improviste. Qui vous a laissé venir jusqu'ici ?» Le portail était ouvert. « Comment prend-on rendez-vous avec votre patron ?»« C'est Monsieur Stern qui prend rendez-vous. Laissez-moi le voir quelques minutes, ce ne sera pas long. »« C'est impossible. » « Dites-lui que je viens de la part de Nola Kellergan. Je pense que ce nom lui dira quelque chose. » L'employé me fit attendre dehors avant de revenir rapidement. « Monsieur Stern va vous recevoir, me dit-elle. Vous devez vraiment être quelqu'un d'important. » Elle me conduisit à travers le rez-de-chaussée jusque dans un bureau tapissé de boiseries et de tentures, dans lequel, assis dans un fauteuil, un homme très élégant me toisait du regard d'un air sévère. C'était Elijah Stern. « Je m'appelle Marcus Goldman, lui dis-je. Merci de me recevoir. »« Goldman, l'écrivain ?»« Oui. Qu'est-ce qui me vaut cette visite impromptue ?»« J'enquête sur l'affaire Kellergan. » J'ignorais qu'il y avait une affaire Kellergan. Disons qu'il y a des mystères non élucidés. N'est-ce pas le travail de la police ? Je suis un ami de Harry Kéber. Et en quoi cela me concerne-t-il ? On m'a dit que vous aviez vécu à Aurora, que la maison de Gouskov où vit aujourd'hui Harry Kéber était à vous avant. Je voulais m'assurer que c'était exact. Il me fit signe de m'asseoir. Vos renseignements sont exacts, me dit-il. Je la lui ai vendue en 1976, juste après qu'il a connu le succès. Vous connaissez Harry Kéber alors ? Très peu. Je l'ai rencontré quelques fois à l'époque où il s'est installé à Aurora. Nous n'avons jamais gardé contact. Puis-je vous demander quels sont vos liens avec Aurora ? Il me regarda d'un air peu commode. C'est un interrogatoire, monsieur Goldman. Pas le moins du monde. J'étais simplement curieux de savoir pourquoi quelqu'un comme vous possédait une maison dans une petite ville comme Aurora. Quelqu'un comme moi, vous voulez dire très riche ? Oui, comparé à d'autres villes de la côte, Aurora n'est pas particulièrement excitante. C'est mon père qui a fait construire cette maison. Il voulait un endroit au bord de l'océan, mais proche de Concorde. Et puis, Aurora est une jolie ville, entre Concorde et Boston qui plus est. Enfin, j'y ai passé beaucoup de beaux étés. Pourquoi l'avez-vous vendu ? Lorsque mon père est mort, j'ai hérité d'un patrimoine considérable. Je n'avais plus le temps d'en jouir, et j'ai cessé d'utiliser la maison de Gouskov. J'ai décidé alors de la mettre en location, pendant près de 10 ans, mais les locataires se faisaient rares. Cette maison était trop souvent vide. Alors, lorsque Harry Kéber m'a proposé de la racheter, j'ai aussitôt accepté. Je la lui ai vendue, à bon prix d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, j'étais heureux que cette maison continuait à vivre. De façon générale, j'ai toujours bien aimé Aurora. Du temps où je faisais beaucoup d'affaires à Boston, je m'y arrêtais souvent. J'ai longtemps financé leur bal de l'été, et le Clarks fait les meilleurs hamburgers de la région. Du moins, les faisait-il à l'époque. Et Nola Kellergan, l'avez-vous connue ? Vaguement. Disons que tout le monde a entendu parler d'elle à travers l'État au moment de sa disparition. Une histoire épouvantable, et maintenant voilà qu'on trouve son corps à Gouskov. Et ce bouquin, écrit pour elle par Kéber, c'est vraiment sordide. Est-ce que je regrette de lui avoir
Je ne tolérerai pas qu'on vienne salir son nom, alors qu'il n'est plus là pour se défendre. Il est mort? Oui, depuis longtemps. On vous dira certainement qu'il était souvent à Aurora, et c'est la vérité. Il s'occupait de ma maison du temps où je la louais. Il veillait à son bon état. C'était un être généreux, et je ne vous permets pas de venir ici pour insulter sa mémoire. Certains pisseux d'Aurora vous affirmeront également qu'il était étrange. C'est vrai qu'il était différent du commun des mortels. À tout égard, il avait mauvaise apparence. Son visage était terriblement défiguré. Ses mâchoires étaient mal soudées et lui donnaient une élocution difficilement compréhensible. Mais il avait bon cœur et il était doté d'une grande sensibilité. Et vous ne pensez pas qu'il puisse être mêlé à la disparition de Nola? Non, et je suis catégorique. Je pensais que Harry Kéber était coupable. Il me semble qu'il est en prison à l'heure qu'il est. Je ne suis pas convaincue de sa culpabilité. C'est pourquoi je suis ici. Allons, on a retrouvé cette gamine dans son jardin, et le manuscrit d'un de ses livres à côté du corps. Un livre qu'il a écrit pour elle. Que vous faut-il de plus? Écrire n'est pas tuer, monsieur. Votre enquête doit sacrément piétiner pour que vous en arriviez à venir ici, pour me parler de mon passé et de ce bon Luther. Cet entretien est terminé, monsieur Goldman. Il appela l'employé de maison pour me raccompagner vers la sortie. Je quittai le bureau de Stern avec la désagréable impression que cette entrevue n'avait servi à rien. Je regrettais de ne pas pouvoir le confronter aux accusations de Nancy Hathaway. Mais je n'avais pas assez d'éléments pour pouvoir l'accuser. Car Hallowwood m'avait averti. Ce seul témoignage ne suffirait pas. C'était sa parole contre celle de Stern. Il me fallait une preuve concrète. Et je songeais alors qu'il faudrait peut-être visiter un peu cette maison. En arrivant dans l'immense hall d'entrée, je demandai à l'employé si je pouvais passer aux toilettes avant de partir. Elle me guida jusqu'aux toilettes des invités, au rez-de-chaussée, et m'indiqua, discrétion oblige, qu'elle m'attendrait à la porte d'entrée. Dès qu'elle disparut, je me précipitai dans le couloir pour aller explorer l'aile de la maison dans laquelle je me trouvais. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que je devais faire vite. C'était ma seule chance de trouver un élément qui relie Stern à Nola. Le cœur battant, j'ouvris quelques portes au hasard, priant pour que les pièces ne soient pas occupées. Mais toutes étaient désertes. Il n'y avait que des salons en enfilade, richement décorés. Par les baies vitrées, je pouvais voir le parc magnifique. Guettant le moindre bruit, je poursuivis ma fouille. Une autre porte déboucha sur un petit bureau. J'y pénétrai rapidement et ouvris les armoires. Il y avait des classeurs, des piles de documents. Ce que je parcourus n'avait pas d'intérêt pour moi. Je cherchais quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qui, dans cette maison, 33 ans après, allait me jaillir soudain au visage et m'aider? Le temps pressait. L'employé n'allait pas tarder à venir me chercher aux toilettes, si je ne revenais pas rapidement. Je finis par arriver à un second couloir dans lequel je m'engageais. Il menait à une porte unique que je me hasardai à ouvrir. Elle donnait sur une vaste véranda entourée d'une jungle de plantes grimpantes qui la protégeait des regards indiscrets. Il y avait là des chevalets, quelques toiles inachevées, des pinceaux étalés sur un pupitre. C'était un atelier de peinture. Accrochés au mur, une série de tableaux, tous très réussis. L'un d'eux attira mon regard. Je reconnus aussitôt le pont suspendu qui se trouvait juste avant Aurora, sur le bord de mer. Je réalisai alors que toutes les toiles étaient des représentations d'Aurora. Il y avait Grand Beach, la rue principale, même le Clarks. Les toiles étaient frappantes d'authenticité. Elles étaient toutes signées LC et les dates n'allaient pas au-delà de 1975. C'est alors que je remarquai un autre tableau, plus grand que les autres, accroché dans un angle. Il y avait un fauteuil installé devant, et il était le seul à disposer d'un éclairage
m'approchais. Ce visage ne m'était pas complètement inconnu. J'observais encore un instant avant de comprendre soudain et d'en rester complètement stupéfié. C'était un portrait de Nola. C'était elle, il n'y avait aucun doute. Je pris quelques photos avec mon téléphone portable et je m'enfuis aussitôt de cette pièce. L'employé de la maison trépignait devant la porte d'entrée. Je la saluai poliment et je partis sans demander mon reste, tremblant et en sueur. Une demi-heure après ma découverte, je débarquai de toute urgence dans le bureau de Gallowwood, au quartier général de la police d'État. Il était évidemment furieux que je sois allé voir Stern sans le consulter au préalable. « Vous êtes intenable, l'écrivain, intenable !» Je n'ai fait que lui rendre visite, expliquai-je. J'ai sonné, j'ai demandé à le voir et il m'a reçu. Je ne vois pas le mal. Je vous avais dit d'attendre. Mais attendre quoi, sergent? Votre sainte bénédiction. Que des preuves tombent du ciel. Vous avez gémi que vous ne vouliez pas vous frotter à lui. Alors j'ai agi. Vous gémissez, moi j'agis. Et regardez ce que j'ai trouvé chez lui. Je lui montrai les photos sur mon téléphone. Un tableau, me dit Gallowwood d'un air dédaigneux. Regardez bien. Nom de Dieu, on dirait. Nola, il y a un tableau de Nola qui la gagne chez Elijah Stern. J'envoyai par email les photos à Gallowwood, qui les imprima en grand format. C'est bien elle, c'est Nola, constata-t-il en comparant avec des photos d'époque qu'il avait dans son dossier. La qualité de l'image n'était pas bonne, mais il n'y avait pas de doute possible. Donc il y a bien un lien entre Stern et Nola, dis-je. Nancy Hathaway affirme que Nola entretenait une relation avec Stern. Et voilà que je trouve un portrait de Nola dans son atelier. Et je ne vous ai pas tout dit. La maison de Harry appartenait à Elijah Stern jusqu'en 1976. Techniquement, lorsque Nola disparaît, c'est Stern qui est le propriétaire de Gouskov. Merveilleuse coïncidence, non? Bref, demandez un mandat et appelez la cavalerie. On va faire une perquisition en règle chez Stern et on le boucle. Un mandat de perquisition? Mais mon pauvre ami, vous êtes complètement fou. Et sur la base de quoi? De vos photos? Elles sont illégales. Ces preuves n'ont aucune validité. Vous avez fouillé une maison sans autorisation. Je suis coincé. Il faut autre chose pour nous attaquer à Stern. Et d'ici là, il se sera certainement débarrassé du tableau. Sauf qu'il ne sait pas que j'ai vu le tableau. Je lui ai parlé de Luther Caleb et il s'est énervé. Quant à Nola, il a prétendu la connaître très vaguement, alors qu'il possède un tableau d'elle à moitié nu. Je ne sais pas qui a peint ce tableau, mais il y en a d'autres dans l'atelier signé LC. Luther Caleb, peut-être. Cette histoire prend une tournure que je n'aime pas, l'écrivain. Si je m'en prends à Stern et que je me plante, je suis très mal barré. Je sais, sergent. Allez parler de Stern à Harry. Essayez d'en savoir plus. Moi, je vais creuser la vie de ce Luther Caleb. On a besoin d'éléments solides. Dans la voiture, entre le quartier général de la police et la prison, j'appris par la radio que l'ensemble des livres de Harry étaient désormais retirés des programmes scolaires de la quasi-totalité des États du pays. C'était le fond du fond. En moins de 2 semaines, Harry avait tout perdu.
Disons que chaque fois que je rentre à Gouskov, je me demande ce qui m'y attend. Trouvez celui qui avait ça, Marcus. Trouvez-le et foutez-lui une trempe du tonnerre. Je ne supporte pas l'idée que quelqu'un vous menace. Ne vous en faites pas. Et votre enquête? Ça avance. Harry, j'ai commencé à écrire un livre. C'est formidable. C'est un livre sur vous. J'y parle de nous, de Burroughs. Et je parle de votre histoire avec Nola. C'est un livre d'amour. Je crois en votre histoire d'amour. C'est un bel hommage. Alors, vous me donnez votre bénédiction. Bien entendu, Marcus. Vous avez probablement été l'un de mes plus proches amis. Vous êtes un magnifique écrivain. Je suis très flattée d'être le sujet de votre prochain livre. Pourquoi utilisez-vous le passé? Pourquoi dites-vous que j'ai été l'un de vos plus proches amis? Nous le sommes toujours, non? Et il eut un regard triste. J'ai dit ça comme ça. Je lui attrapai les épaules. Nous serons toujours amis, Harry. Je ne vous laisserai jamais tomber. Ce livre, c'est la preuve de mon indéfectible amitié. Merci, Marcus. Je suis touchée. Mais l'amitié ne doit pas être le motif de ce livre. Comment ça? Vous souvenez-vous de notre conversation, le jour où vous avez obtenu votre diplôme à Burroughs? Oui, nous avons fait une longue marche ensemble à travers le campus. Nous sommes allés jusqu'à la salle de boxe. Vous m'avez demandé ce que je comptais faire à présent. J'ai répondu que j'allais écrire un livre. Et là, vous m'avez demandé pourquoi j'écrivais. Je vous ai répondu que j'écrivais parce que j'aimais ça. Et vous m'avez répondu. Oui, que vous ai-je répondu? Que la vie n'avait que peu de sens et qu'écrire donnait du sens à la vie. C'est cela, Marcus. Et c'est l'erreur que vous avez commise il y a quelques mois lorsque Barnaski vous a réclamé un nouveau manuscrit. Vous vous êtes mis à écrire parce que vous deviez écrire un livre et non pas pour donner du sens à votre vie. Faire pour faire n'a jamais eu de sens. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que vous ayez été incapable d'écrire la moindre ligne. Le don de l'écriture est un don non pas parce que vous écrivez correctement, mais parce que vous pouvez donner du sens à votre vie. Tous les jours, des gens naissent, d'autres meurent. Tous les jours, des cohortes de travailleurs anonymes vont et viennent dans de grands buildings gris. Et puis il y a les écrivains. Les écrivains vivent la vie plus intensément que les autres, je crois. N'écrivez pas au nom de notre amitié, Marcus. Écrivez parce que c'est le seul moyen pour vous de faire de cette minuscule chose insignifiante qu'on appelle vie une expérience valable et gratifiante. Je le fixai longuement. J'avais l'impression d'assister à la dernière leçon du maître. C'était une sensation insupportable. Il finit par dire « Elle aimait l'opéra, Marcus. Mettez-le dans le livre. Son préféré était Madame Butterfly. Elle disait que les plus beaux opéras sont les histoires d'amour tristes. » Qui? Nola? Oui, cette petite gamine de 15 ans aimait l'opéra à en crever. Après sa tentative de suicide, elle est allée passer une dizaine de jours au Charlotte's Isle, un établissement de repos, ce qu'on appellerait aujourd'hui une clinique psychiatrique. J'allais lui rendre visite en cachette. Je lui apportais des disques d'opéra que nous faisions jouer sur un petit pick-up portable. Elle était émue aux larmes. Elle disait que si elle ne devenait pas actrice à Hollywood, elle serait chanteuse à Broadway. Et je lui disais qu'elle serait la plus grande chanteuse de l'histoire de l'Amérique. Vous savez, Marcus, je pense que Nola Gilligan aurait pu marquer ce pays de son empreinte. Pensez-vous que ses parents aient pu s'en prendre à elle? Demandai-je. Non, ça me paraît peu probable. Et puis le manuscrit, et puis ce mot. De toute façon, j'imagine mal David Gilligan en meurtrier de sa fille. Pourtant, il y avait ces coups qu'elle recevait. Ces coups, c'était une drôle d'histoire. Et l'Alabama, Nola vous a-t-elle parlé de l'Alabama? L'Alabama, les Gilligan venaient d'Alabama, oui. Non, il y a autre chose, Harry. Je crois qu'il s'est passé un événement en Alabama et que cet événement a probablement un lien avec leur départ. Mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui pourrait me renseigner. Mon pauvre
Marcus, j'ai l'impression que plus vous creusez cette affaire, plus vous soulevez d'énigmes. Ce n'est pas qu'une impression, Harry. D'ailleurs, j'ai découvert que Tamara Quinn savait pour vous Enola. Elle me l'a dit. Le jour de la tentative de suicide de Nola, elle est venue chez vous, furieuse, parce que vous lui aviez fait un faux bond lors d'une garden party qu'elle avait organisée. Mais vous n'étiez pas chez vous, et elle a fouillé dans votre bureau. Elle a trouvé un feuillet que vous veniez d'écrire sur Nola. Maintenant que vous m'en parlez, je me souviens qu'il me manquait un de mes feuillets. Je l'ai longuement cherché, en vain. Je pensais l'avoir perdu, ce qui m'avait considérablement étonnée à l'époque, parce que j'ai toujours été très ordonnée. Qu'en a-t-elle fait? Elle dit l'avoir égaré. Les lettres anonymes, c'était elle. J'en doute, elle n'avait même jamais imaginé qu'il ait pu se passer quoi que ce soit entre Nola et vous. Elle pensait simplement que vous fantasmiez sur elle. À ce propos, est-ce que le chef Pratt vous a interrogé lors de l'enquête sur la disparition de Nola? Le chef Pratt? Non, jamais. C'était étrange. Pourquoi le chef Pratt n'avait-il jamais questionné Harry dans le cadre de son enquête, alors que Tamara affirmait l'avoir informé de ce qu'elle savait? Sans mentionner ni Nola ni le tableau, je me hasardai ensuite à évoquer le nom de Stern. Stern, me dit Harry. Oui, je le connais. C'était le propriétaire de la maison de Gouskov. Je la lui ai rachetée après le succès des Origines du Mal. Vous le connaissez bien? Bien non, je l'ai rencontré une ou deux fois lors de cet été 1975. La première fut au bal de l'été. Nous étions assis à la même table. C'était un homme sympathique. Je l'ai revu quelques fois après. Il était généreux, il croyait en moi. Il a beaucoup fait pour la culture. C'est un homme profondément bon. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La dernière fois, ce devait être pour la vente de la maison. Ça remonte à fin 1976. Mais pourquoi diable me parlez-vous de lui tout d'un coup? Juste comme ça. Dites-moi, Harry, le bal de l'été dont vous parlez, c'est celui où Tamara Quinn espérait que vous emmèneriez sa fille. Celui-là même, je m'y suis rendue seule finalement. Quelle soirée! Figurez-vous que j'y ai gagné le premier prix de la tombola. Une semaine de vacances à Martha's Vineyard. Et vous y êtes allé, bien entendu. Ce soir-là, en rentrant à Gouskov, je trouvai un email de Roy Barnaski qui me faisait une offre qu'aucun écrivain ne pouvait refuser. De r.barnaski@schmidandenson.com. Date lundi 30 juin 2008, 19h54. Cher Marcus, j'aime votre bouquin. Pour faire suite à notre téléphone de ce matin, vous trouverez ci-joint une proposition de contrat que vous ne refuserez pas, je pense. Envoyez-moi de nouvelles pages au plus vite. Comme je vous l'ai dit, je vise une publication pour l'automne. Je pense que ce sera un grand succès. J'en suis certain, en fait. La Warner Bros. S'est déjà dit intéressée à l'adapter en film, avec droits cinématographiques à renégocier pour vous, bien entendu. Un document attaché, un projet de contrat dans lequel il me promettait une avance d'1 million de dollars. Cette nuit-là, je veillais longuement, envahi par toutes sortes de pensées. Sur le coup de 22h30, je reçus un appel de ma mère. Il y avait du bruit derrière et elle chuchotait. « Maman, Marquis, tu ne devineras jamais avec qui je suis. Avec papa. Oui, mais non. Figure-toi que ton père et moi avons décidé d'aller passer la soirée à New York. Et nous sommes allés dîner chez cet Italien, près de Columbus Circle. Et sur qui est-ce que nous tombons devant l'entrée? Denise, ta secrétaire. Ça alors? Ne joue pas les innocents. Crois-tu que je ne sais pas ce que tu as fait? Elle m'a tout dit, tout dit. Dis quoi? Que tu l'as mise à la porte? Je ne l'ai pas mise à la porte, maman. Je lui ai trouvé un bon emploi chez Smith & Son. Je n'avais plus rien à lui proposer, plus de livres, plus de projets, plus rien. Il fallait bien que je lui assure un peu son avenir, non? Je lui ai trouvé un poste en or au département marketing. Oh, Marquis, nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre. Elle dit que tu lui manques. Pitié, maman.
Elle chuchota plus encore. Je l'entendais à peine. J'ai eu une idée, Marquis. Quoi? Connais-tu le grand Slogistisne, l'écrivain? Oui, quel rapport? J'ai vu un documentaire sur lui hier soir. Quel hasard du ciel d'avoir vu cette émission. Figure-toi qu'elle s'est mariée avec sa secrétaire. Sa secrétaire? Et sur qui je tombe aujourd'hui? Ta secrétaire? C'est un signe, Marquis. Elle n'est pas vilaine et surtout, elle déborde d'œstrogène. Je le sais, les femmes sentent ça. Elle est fertile, docile. Elle te fera un enfant tous les 9 mois. Je lui apprendrai comment élever les enfants. Et comme ça, ils seront tout comme je veux. N'est-ce pas merveilleux? C'est hors de question. Elle ne me plaît pas. Elle est trop âgée pour moi. Et de toute façon, elle a déjà un ami. Et puis, on ne se marie pas avec sa secrétaire. Mais si le grand Slogianistins l'a fait, ça veut dire que c'est autorisé. Elle est accompagnée par un type, oui, mais c'est une lavette. Ils sont l'eau de Cologne de supermarché. Toi, tu es un grand écrivain, Marquis. Tu es le formidable. Le formidable a été battu par Marcus Goldman, maman. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à vivre. Que veux-tu dire? Rien, maman. Mais laisse Denise dîner tranquillement, s'il te plaît. 1 heure plus tard, une patrouille de police passa pour s'assurer que tout allait bien. C'étaient 2 jeunes officiers de mon âge, très sympathiques. Je leur offris du café et ils me dirent qu'ils allaient rester un moment devant la maison. La nuit était douce et par la fenêtre ouverte, je les entendis bavarder et plaisanter, assis sur le capot de leur voiture, à fumer une cigarette. En les écoutant, je me sentis soudain très seule et très loin du monde. On venait de me proposer une somme d'argent colossale pour la publication d'un livre qui me replacerait immanquablement sur le devant de la scène. Je menais une existence qui faisait rêver des millions d'Américains. Il me manquait pourtant quelque chose, une véritable vie. J'avais passé la première partie de mon existence à assouvir mes ambitions. J'entamais la suivante en essayant de maintenir ces ambitions à flot. Et à bien y réfléchir, je me demandais à quel moment je déciderais de vivre, tout simplement. Sur mon compte Facebook, je passais en revue la liste de mes milliers d'amis virtuels. Il n'y en avait pas un que je puisse appeler pour aller boire une bière. Je voulais un groupe de bons copains avec qui suivre le championnat de hockey et partir faire du camping le week-end. Je voulais une fiancée, gentille et douce, qui me fasse rire et un peu rêver. Je ne voulais plus être seule. Dans le bureau de Harry, je contemplais longuement les photographies de la peinture que j'avais prise. Et donc Calhoun m'avait donné un agrandissement. Qui était le peintre? Caleb Stern, c'était en tous les cas un très beau tableau. J'enclenchai mon lecteur de mini-disque et je réécoutais la conversation de ce jour avec Harry. Merci Marcus, je suis touchée. Mais l'amitié ne doit pas être le motif de ce livre. Comment ça? Vous souvenez-vous de notre conversation, le jour où vous avez obtenu votre diplôme à Burroughs? Oui, nous avons fait une longue marche ensemble à travers le campus. Nous sommes allés jusqu'à la salle de boxe. Vous m'avez demandé ce que je comptais faire à présent. J'ai répondu que j'allais écrire un livre. Et là, vous m'avez demandé pourquoi j'écrivais. Je vous ai répondu que j'écrivais parce que j'aimais ça. Et vous m'avez répondu. Oui, que vous ai-je répondu? Que la vie n'avait que peu de sens et qu'écrire donnait du sens à la vie. Suivant le conseil de Harry, je me remis à mon ordinateur pour continuer à écrire. Gouskov, minuit. Par la fenêtre ouverte du bureau, le vent léger de l'océan pénètre dans la pièce. Il y a une odeur agréable de vacances. La lune brillante illumine tout au dehors. L'enquête avance. Ou du moins, le sergent Gallowwood et moi-même découvrons peu à peu l'ampleur de l'affaire. Je crois que ça va beaucoup plus loin qu'une histoire d'amour interdite, ou qu'un sorti de faits divers qui voudrait qu'un soir d'été, une fillette en fugue soit la victime d'un rôdeur. Il y a trop de questions en suspens. En 1969, les Killergan quittent Jackson, Alabama, alors que David, le père, dirige une paroisse florissante. Pourquoi?
mal par Harry L. Kéber. Le drame avait eu lieu un dimanche. Elle était malheureuse et elle avait essayé de mourir. Son cœur n'avait plus la force de battre s'il ne battait pas pour lui. Elle avait besoin de lui pour vivre. Et depuis qu'il l'avait compris, il venait tous les jours à l'hôpital pour la regarder en secret. Comment une aussi jolie personne avait-elle pu vouloir se tuer? Il s'en voulait. C'était comme si c'était lui qui lui avait fait du mal. Tous les jours, il s'asseyait en secret sur un banc du grand parc public qui entourait la clinique. Et il attendait le moment où elle sortait profiter du soleil. Il la regardait vivre. Vivre était si important. Puis il profitait qu'elle soit hors de sa chambre pour aller déposer une lettre sous son oreiller. Ma tendre chérie, vous ne devez jamais mourir. Vous êtes un ange. Les anges ne meurent jamais. Voyez comme je ne suis jamais loin de vous. Séchez vos larmes, je vous en supplie. Je ne supporte pas de vous savoir triste. Je vous embrasse pour que ça atténue votre peine. Cher amour, quelle surprise de trouver votre mot au moment de me coucher. Je vous écris en cachette. Le soir, nous n'avons pas le droit de veiller après le couvre-feu. Et les infirmières sont de vraies peaux de vache. Mais je ne pouvais pas résister. À peine ai-je lu vos lignes que je devais y répondre. Juste pour vous dire que je vous aime. Je rêve de danser avec vous. Je suis certaine que vous dansez comme personne. J'aimerais vous demander de m'emmener au bal de l'été. Mais je sais que vous ne voudrez pas. Vous direz que si l'on nous voit ensemble, nous serons perdus. Je pense que je ne serai pas encore sortie d'ici, de toute façon. Mais pourquoi vivre si on ne peut s'aimer? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis éternellement vôtre. Mon merveilleux ange, un jour nous danserons, je vous le promets. Un jour viendra où l'amour vaincra et où nous pourrons nous aimer au grand jour. Et nous danserons sur les plages, la plage comme au premier jour. Vous êtes tellement belle lorsque vous êtes sur la plage. Guérissez vite, un jour nous danserons sur les plages. Cher amour, danser sur les plages, je ne rêve que de ça. Dites-moi qu'un jour, vous m'emmènerez danser sur les plages, juste vous et moi. Et c'est la fin de ce chapitre. Personnellement, j'ai adoré ce chapitre, mais je ne veux pas spoiler ni rien, mais vous n'êtes pas prêts pour la fin. Vraiment pas. Parce que va y avoir plein de rebondissements, on croit ça, mais en fait, il s'est passé ça, on croit ça, mais en fait, non. Ce livre, ça retourne quand même un peu le cerveau, parce que l'auteur sait y faire, quoi. J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Je te